Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition des questions économiques. Saisir les opportunités de la ZLECAf dans un contexte africain marqué par la dépendance économique, faire de l'intelligence artificielle un atout pour le développement de notre pays, former les Camerounais au métier de l'aviation, sortir notre pays de la liste grise du GAFI, le groupe d'action financière qui dirige l'action mondiale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ces sujets et bien d'autres sont au menu de votre émission ce soir. Sur le plateau, le docteur Alain Koyok, qui est informaticien, diplomate, mais également ancien manager du programme global des Nations Unies de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir madame, merci de me recevoir ici. Alors avec nous allons aborder toutes les questions que je viens d'évoquer. Je voudrais que nous commencions tout de suite par la ZLECAf. Alors, pourquoi dit-on que la ZLECAf est une opportunité pour l'Afrique? Est-ce que c'est parce qu'elle présente un marché de plus d'1 milliard de consommateurs? La ZLECAf, c'est la zone de libre-échange continentale. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 54 pays ont ratifié cet agrément qui permet aux pays africains, notamment le Cameroun, à pouvoir faciliter les échanges commerciaux dans toute l'Afrique. Donc nous aurons, avec la ZLECAf, le plus grand marché au monde. Le plus grand marché du monde. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que chaque personne... Plus d'1 milliard de consommateurs. Effectivement. Ça veut dire que chaque personne qui veut vendre au Cameroun peut vendre en Afrique, partout, pas seulement au Cameroun, en Afrique et ailleurs. Mais il faut avoir des outils pour ça, il faut avoir des méthodes pour ça, il faut avoir des procédures qui permettent à tout le monde de vendre dans ce grand marché qui arrive. Alors, avant d'arriver à cette possibilité de vendre, j'ai envie de dire que ce n'est pas la première fois qu'on propose ce type d'instrument à l'Afrique. Il y a eu l'APE, il y a eu l'AGOA, et bien d'autres. Quelle est la garantie que les Africains peuvent avoir que cette fois-ci, c'est la bonne à travers cette zone de libre-échange? Est-ce que c'est parce que c'est les Africains eux-mêmes qui sont à l'origine de cet instrument? Pas du tout. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes là. Oui. Il y a eu énormément, comme vous dites, il y a eu énormément d'accords commerciaux entre les pays africains et les pays étrangers. Vous parlez des APE, c'est-à-dire des accords de partenariat économique. Vous parlez de l'AGOA, qui est African Growth and Opportunity Act, le fameux AGOA avec les Américains. Il y a la convention de Lomé, l'initiative de Cotonou, il y a l'accord multifibre depuis 1974. Donc il y a eu énormément d'accords qui permettaient de faciliter les échanges commerciaux entre l'Afrique et les autres pays. Il y a eu aussi des accords internes en Afrique pour, par exemple, l'accord de la CEDEAO pour faciliter le commerce, le commerce entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aucun de ces accords n'a donné les fruits escomptés. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là parce que nous ne voulons plus que le plus grand marché qu'on veut bâtir rate. On ne veut pas que la ZLECAf soit un autre NEPAD. On ne veut pas que la ZLECAf soit une autre initiative comme l'initiative que la CIA a lancée dans les années 2000 par rapport sur le développement de l'informatique. Nous voulons que la ZLECAf soit un outil pratique pour tout le monde, les petites et moyennes entreprises, les très petites entreprises, les grandes entreprises. Il faut que la ZLECAf soit un outil pratique pour l'Afrique. Alors, pour que la ZLECAf soit dans cet outil pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez nous le dire, mais je voudrais d'abord savoir, au niveau du Cameroun, qui est également signataire de cet accord, comment le Cameroun, avant qu'on ne reparte sur le continent, on va le dire comme ça, comment le Cameroun peut saisir les différentes opportunités que la ZLECAf offre? Le Cameroun a ratifié la ZLECAf comme les autres 54 pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut utiliser la ZLECAf pour pouvoir faire les échanges commerciaux avec les pays africains. D'ailleurs, le secrétariat de la ZLECAf a sorti déjà... C'est le secrétariat de la ZLECAf qui se trouve au Ghana. Accra a sorti une liste de concessions tarifaires, une liste de biens, concessions tarifaires, plus de 8000, pour permettre
aux entreprises camerounaises, par exemple, de pouvoir vendre partout. Donc, les mécanismes sont là. Mais qu'est-ce qu'il faut pour le Cameroun pour pouvoir avoir des bénéfices de la ZLECAf? Nous avons le ministère du Commerce, qui est une entité partie prenante de la ZLECAf. Nous avons le ministère des PME qui doit organiser les PME, les très petites entreprises et les larges entreprises pour pouvoir faciliter les échanges commerciaux avec les autres pays africains dans le cadre de la ZLECAf. Le problème ici, c'est quoi? C'est que nous avons une liste des concessions tarifaires, plus de 8000. Mais si ça reste une liste, la maman qui est en train de vendre l'arachide transformé au village ne pourra pas utiliser cette liste-là pour vendre. Il faut donc des outils, il faut donc des standards, et il faut donc faire la publicité pour que ces éléments-là, ces biens-là qu'on peut vendre de nos villages, de nos villes, à travers les mécanismes que je vais décrire tout à l'heure, puissent être là. Et ça, c'est le travail du gouvernement, ça, c'est le travail des spécialistes en technologie comme nous, et c'est pour cela que nous sommes là, pour vous montrer ce que nous avons fait pour faciliter ce cadre-là. Vous avez donc créé une plateforme électronique, mais avant que nous ne parlions de cette plateforme électronique, je voudrais qu'on s'arrête sur certaines autres conditions. L'économie camerounaise est à majorité constituée des entreprises, on va dire, qui font dans le secteur informel. Est-ce qu'il n'y a pas également là un défi? Est-ce qu'il ne faut pas migrer de l'informel vers le formel aussi pour mieux saisir les opportunités qu'on fait? D'abord, deux choses. On a, d'après les statistiques du ministère des PME, plus de 350 000 PME au Cameroun. Est-ce qu'on peut déjà nous concentrer sur les 350 000 et faciliter, aider ces PME à pouvoir utiliser la ZLECAf pour promouvoir le commerce? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'informel. Il y a énormément d'entreprises qui n'ont même pas de numéro d'identification unique. Est-ce qu'on peut les aider à avoir ces numéros d'identification unique, à standardiser dans le cadre de soutien que la NOR, par exemple, peut donner à ces entreprises, à standardiser leurs produits, à pouvoir les vendre à travers les mécanismes, les technologies qu'on va présenter, par exemple, les plateformes électroniques. C'est ce qu'on doit pouvoir faire. C'est-à-dire c'est un effort combiné du gouvernement, un effort combiné du privé, et des spécialistes qui peuvent donner ces outils pour que tout le monde puisse vendre à travers la ZLECAf. Est-ce que les produits camerounais souffrent de leur qualité? Est-ce qu'on peut dire que la norme constitue quelque peu le ventre mou des produits que du Made in Cameroun? Je ne dirais pas ça. C'est des produits que vous et moi, on mange et on n'est jamais mort en mangeant ces produits-là. Alors, c'est pas parce que nous, on ne meurt pas que les autres ne mourront pas. Non, mais c'est des produits qu'on va vendre ailleurs. C'est des produits qu'on peut manger partout, partout dans le monde entier. D'ailleurs, quand moi, étant en Europe, je vais aller chercher les produits africains, je vais dans un marché qui peut vendre les produits camerounais. Donc, je les mange en Europe et je ne suis jamais mort. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est dans le packaging. Oui. C'est-à-dire comment présenter notre Namewondo national pour que ça soit vendu à travers les plateformes électroniques et que tout le monde puisse l'acheter partout dans le monde entier. C'est ça, le packaging. Et donc, le travail de la NOR ou le travail de toutes les institutions gouvernementales, c'est de pouvoir présenter nos produits pour qu'ils soient attractifs, comme les autres produits des Européens ou des autres produits indiens qui se vendent partout dans le monde. Donc, c'est un problème packaging. Le packaging, c'est quoi? C'est les mettre dans des conditions acceptables, présentables, et les mettre dans les conditions telles que quand on les voit, on a envie de les acheter. Okay. C'est les mettre dans des conditions où, quand on les met dans les plateformes électroniques, mais tout le monde a envie d'aller acheter à travers ces plateformes électroniques. On va revenir sur cette plateforme électronique que vous proposez. Le temps pour nous de faire un tour à Douala, où le bureau de gestion du fret terrestre vient d'organiser un atelier en rapport justement avec la ZLECAf. Et Augustin Guizana nous en dit plus dans ce reportage. La circulation des biens et des personnes en Afrique a un enjeu. Le transport des marchandises et les engins de transport ont un cadre au Cameroun
qui inspire certains pays. Et le Bénin vient de séjourner à Douala à l'école du Bureau de gestion du fret terrestre du Cameroun. Il y a un certain nombre de fonctionnalités, métiers et techniques qui sont liées à la gestion de la plateforme. C'est ça que nous sommes venus nous approprier. Et je disais qu'il y a deux équipes, l'équipe IT et l'équipe métier. Donc nous sommes formés. L'expertise camerounaise s'exporte donc. Pour le Bureau de gestion du fret terrestre, l'objectif est la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. On le fait déjà avec le Tchad, la RCA et le Congo. Nous allons aller plus loin parce que notre vision ne se limite pas simplement entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Nous voulons aller plus loin pour qu'au niveau de la ZLECAf, nous ayons une bonne vision afin que cette zone de libre-échange, comme son nom l'explique, se traduisent à travers une visibilité et une connectivité qui ne dit pas son nom. Dans son allocution, le coordonnateur du BGFT, Eladj Oumarou, a remercié les chefs d'État Paul Biya du Cameroun et Patrice Talon du Bénin qui ont permis les assises de Douala. Retour sur ce plateau. Merci Augustin Guizana. Alors, on parlait tout à l'heure des plateformes électroniques et justement, vous en avez une plateforme électronique qui renseigne par exemple sur les concessions tarifaires. Vous nous avez dit un mois à l'entame de cette émission, mais je voudrais que vous nous disiez de manière plus concrète comment est-ce que ça fonctionne, cette plateforme. Nous avons lancé à travers notre société basée à Dubaï une initiative mondiale. La plateforme qu'on appelle Mizan, c'est une plateforme électronique qui permet de vendre les produits, les biens, les services et même les travaux. Et c'est dans ce cadre-là qu'on voudrait soutenir la ZLECAf. Comment on soutient la ZLECAf? Nous avons travaillé avec le secrétariat de la ZLECAf basée à Accra, au Ghana, pour intégrer dans la plateforme la liste des concessions tarifaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez aujourd'hui vendre le manioc ou le tapioca, qui est la transformation du manioc à travers l'Afrique, vous mettez votre produit dans la plateforme et dès que vous mettez ce produit dans la plateforme, vous avez un code qu'on appelle le code HS, Harmonized System Code, qui est un code international qui a été édicté par l'Organisation mondiale du commerce. Donc, dans la liste tarifaire de la ZLECAf, tous les produits ont des codes. Tous les produits ont des codes. Donc, aujourd'hui, avec nos biens, avec nos produits camerounais, on peut déjà les intégrer dans la plateforme de telle sorte qu'ils puissent se vendre partout en Afrique. Mais au-delà de l'Afrique, parce que les plateformes, nous avons une plateforme ici, Mizan Cameroun d'ailleurs, la société qui représente la plateforme, c'est Mizan Cameroun. Il y a des Camerounais qui travaillent sur cette plateforme, mais on a aussi d'autres plateformes au Nigeria, au Sénégal et même à Dubaï, en Europe, pour faire en sorte que le commerce puisse se faire non seulement en Afrique, mais Quel est l'écho de cette plateforme? Nous avons un certain nombre d'entreprises camerounaises déjà dans la plateforme et on a eu le soutien institutionnel du ministère du Commerce pour soutenir cette initiative ici au Cameroun. On travaille avec le ministère des PME pour évidemment soutenir les entreprises, les 350 PME dont je parlais tout à l'heure. 350 000 PME dont je parlais tout à l'heure pour qu'elles soient présentes dans la plateforme. Nous avons été Mizan Cameroun, Mizan a été sélectionné par le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, parmi les 100 innovations au Cameroun pour soutenir les entreprises que le PNUD est en train de soutenir. Vous voyez donc qu'il y a une émulation, il y a un besoin d'avoir ce genre de plateforme. Je sais que ici, on nous dira que ces plateformes n'ont jamais marché parce que nous avons des problèmes technologiques, parce que nous avons d'autres problèmes d'électricité, mais c'est une plateforme qui va marcher parce que elle soutient la ZLECAf. Et lorsqu'on parle de ZLECAf aujourd'hui, on ne peut ne pas s'arrêter sur la question relative aux règles d'origine. Les règles d'origine, les procédures douanières, les procédures... ça reste quand même un défi. Les procédures logistiques, il y a énormément de défis pour faire le commerce électronique de bout en bout. Parce qu'on commence par avoir cette plateforme, on commence par faire le packaging, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais dès que vous avez les produits dans la plateforme, il faut bien que les produits se vendent. Alors, pour que les produits se vendent, il faut bien que toutes ces procédures-là, logistiques, douanières, non douanières, tarifaires, non tarifaires, soient
harmoniser, faciliter de telle sorte que la personne qui l'utilise ne sache même pas en train de faire. La règle d'origine dont vous parlez, c'est un des mécanismes qui est en train d'être facilité, régulé par la ZLECAf dans le cadre de l'accord lui-même. Nous allons marquer notre arrêt dans cette édition des questions économiques et nous allons changer de sujet. Nous allons parler de l'intelligence artificielle et un atelier a été organisé également dans la région du Nord, un atelier de sensibilisation sur les bienfaits de l'intelligence artificielle dans les médias et la paix au Sahel. Reportage de Nicole Massaï. L'intelligence artificielle n'est plus un mystère pour eux. Les journalistes des 3 régions septentrionales ont 2 jours durant été édifiés sur les opportunités qu'offre cet outil dans l'exercice de leur profession. Nous avons été édifiés par les experts en la matière sur l'utilisation et surtout la bonne utilisation de l'intelligence artificielle afin que le journaliste, à travers ses écrits, à travers ses reportages, puisse ne pas tomber dans la mésinformation et la désinformation. Cet outil est aujourd'hui incontournable pour les journalistes en zone d'insécurité. Si l'intelligence artificielle est mal maîtrisée, on va se retrouver dans des cas de, n'est-ce pas, de développement ou d'hyperbolisation des fake news, des messages de haine et autres. Une occasion idoine pour ces journalistes de s'approprier avec responsabilité les avantages de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle pose à nous aujourd'hui, elle peut changer notre manière d'exercer notre métier, elle nous met au défi de la crédibilité, elle est véhicule de fake news et de mauvaises informations si on n'en maîtrise pas les outils et si on ne sait pas comment l'utiliser à bon escient. Pour la présidente de l'association Media for Peace, il était temps de mettre les journalistes du Septentrion au même niveau de connaissance que ceux des autres contrées. L'Union africaine de radiodiffusion a organisé à Yaoundé une conférence sur l'intelligence artificielle et les médias. Les seuls absents étaient les journalistes du Grand Nord. Je me suis dit, pourquoi ne pas organiser un séminaire qui pourrait aussi nous aider à être au même niveau d'information en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Ce séminaire intervient dans un contexte marqué par une utilisation sans cesse croissante de l'intelligence artificielle dans la pratique du journalisme dans le monde. Alors, l'intelligence artificielle, est-ce également une opportunité pour l'Afrique, telle que la ZLECAf dont on a parlé dans la première partie de cette émission? Vous nous le direz, Dr Koyok, sachant que les TIC n'ont pas véritablement contribué au développement de l'Afrique. On a présenté également les TIC comme une opportunité. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore le cas en termes de développement effectif pour le continent et partant pour le Cameroun. Aujourd'hui, on nous parle de l'intelligence artificielle. Alors, on se demande bien, est-ce qu'on peut saisir cette opportunité? Est-ce qu'elle peut être bénéfique pour l'Afrique, pour le Cameroun? Merci beaucoup. Ça, c'est une question qui à la fois excitante et inquiétante pour le développement des technologies de manière générale en Afrique et en particulier au Cameroun. L'intelligence artificielle, c'est 2 choses. C'est l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire vous mettez un contenu dans un programme et le programme transforme le contenu et vous donne un rendu en fonction de vos demandes. Ça, c'est l'intelligence artificielle générative. C'est des générateurs de contenu. Par exemple, vous voulez m'envoyer un message en espagnol, mais vous ne parlez pas espagnol. Vous l'écrivez en français, le message, et vous demandez « Faites-moi un message poli, professionnel, courtois, pour Dr Nkoyok ». Et donc, l'outil va vous transformer ce message-là en français en un message en anglais, en fonction de vos demandes. Ça, c'est l'intelligence artificielle générative. C'est celle-là aujourd'hui qui est popularisée. Mais il y a l'intelligence artificielle appliquée aux problèmes, pour résoudre des problèmes. Cette intelligence artificielle n'est pas encore bien développée, que ce soit en Afrique et ailleurs. Le problème que j'ai quand on parle d'intelligence artificielle au Cameroun ou en Afrique de manière générale, c'est que nous avons raté
depuis très longtemps, les années 2000, le processus de digitalisation. Il y a le Rwanda qui a réussi ce processus-là. Moi, je suis aujourd'hui basé à Dubaï où tout est digitalisé. L'initiative de la CEA, la Commission économique des Nations Unies en Afrique, c'est une initiative qu'on appelait les NIKI, n'ont pas réussi dans nos pays africains. Le seul pays qui a réussi dans les NIKI, c'est le Rwanda. Et on voit le résultat. Donc, si nous voulons aujourd'hui au Cameroun utiliser l'intelligence artificielle, il faut qu'on se rappelle qu'on a raté la digitalisation. Combien de projets informatiques on a lancés au Cameroun qui n'ont pas marché? En fait, ces projets, on fait l'effet inverse, c'est-à-dire ces projets étaient des gouffres d'argent. C'est-à-dire on met beaucoup d'argent dans les projets informatiques, mais à la fin, on n'a rien. Et donc, les programmes opérationnels ne marchent pas. Programmes informatiques opérationnels ne marchent pas. Les programmes informatiques analytiques ne marchent pas. Et la couche supérieure maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Mais comment vous voulez bâtir une maison quand la fondation, c'est-à-dire le programme informatique opérationnel ne marche pas, quand les projets informatiques, analytiques ne marchent pas, l'intelligence artificielle ne pourra pas marcher. Je suis très content de voir des émissions comme celle-ci. Mais est-ce que dans notre pays, on a un plan de développement de l'intelligence artificielle? C'est ce qu'il faut? Il nous faut. Est-ce qu'on a le plan de la gouvernance en intelligence artificielle? On n'a pas. Est-ce qu'on a les plans d'adoption? On n'a pas. OK? Pour que l'intelligence artificielle, par exemple, aide les médias, mais il faudrait qu'on voit dans quelle mesure l'informatique, de manière générale, a réussi dans un média comme celui-ci. Si l'informatique n'a pas réussi, ça veut dire que si vous n'avez pas de base, vous pouvez utiliser les générateurs de contenu pour vous transformer les messages en français, en espagnol, comme j'ai demandé tout à l'heure. Vous pouvez utiliser les générateurs de contenu pour transformer votre face, madame, et mettre la face d'une autre dame. Ça, c'est les générateurs de contenu. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de faire l'intelligence artificielle qui permet de résoudre les problèmes. Les problèmes qu'on a. Donc, de manière générale, la digitalisation peut résoudre les problèmes. La digitalisation doit être initiée. D'ailleurs, on ne peut pas s'arrimer correctement à la ZLECAf sans qu'on ne soit digitalisé. Absolument. OK? Et nous, par exemple, dans le cadre de Mizan, on a déjà développé les plateformes opérationnelles. Ça marche. C'est ce que les entreprises utilisent. Ces plateformes sont analytiques, ça marche. Et on est aujourd'hui en train d'identifier les cas d'utilisation d'intelligence artificielle pour le commerce électronique. Justement, je voudrais qu'on s'arrête sur ces cas-là, parce que c'est un concept, j'ai envie de dire, qu'on nous vend, mais on cherche encore à savoir de manière concrète dans le quotidien des Camerounais, dans leur quête pour le développement, dans le secteur agricole, le secteur des BTP, ainsi de suite. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à développer ces différents secteurs? Je vais prendre un exemple du commerce transnational. Tout le monde aujourd'hui, pratiquement tout le monde, utilise un téléphone. Okay? Un téléphone pour les échanges, pour le paiement électronique, on les utilise. Et maintenant, dans le cadre du commerce électronique, vous pouvez utiliser votre téléphone pour vendre vos produits, ou vous pouvez utiliser votre téléphone pour acheter les produits, n'est-ce pas? Imaginez un matin que vous vous levez. Vous vendez le manioc et la transformation du manioc. Vous vous levez, vous êtes dans la plateforme où vos produits, la transformation du manioc, ont été présentés. Et directement, dès que vous ouvrez cette application-là, on vous dit, mais madame, puisque vous vendez le manioc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un que vous connaissez, c'est le moteur d'intelligence artificielle, à partir de votre profil de manioc. Il y a des opportunités au Tchad. Il y a les opportunités en Algérie, il y a les opportunités en RCA pour que vous vendiez votre manioc. Mais attention, en RCA, ça va être très cher pour vous. On préfère que vous vendiez votre manioc en Algérie. Ça veut dire qu'il y a un moteur d'intelligence artificielle qui, à partir de votre profil, vendeuse de manioc transformé, peut vous donner des opportunités commerciaux. Voilà une application d'intelligence artificielle dans le cadre du commerce transnational et une des applications ou un des cas d'utilisation qu'on a dans Mizan Cameroun. Ça, c'est un. Maintenant, dans l'agriculture, nous ne sommes pas en train de faire aujourd'hui l'agriculture de troisième génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne connaît même pas quand on s'est mis
notre arachide, on ne connaît pas le pH du sol. On attend les petites pluies en mars ou en avril, on attend les grandes pluies en juin, juillet. Mais on ne connaît pas la pluviométrie de manière générale. Cette année, vous avez vu, il continue à pleuvoir. Et donc, si on a prévu de planter quelque chose en octobre, on ne peut pas le faire. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle fait? L'intelligence artificielle, ou un produit, une application d'intelligence artificielle va collecter les données partout, les données du sol, où on veut semer notre arachide, les données satellitaires par rapport à la pluviométrie, les données satellitaires par rapport à l'insolarité au niveau du Cameroun, croiser ces données et vous donner la situation actuelle qui vous permet de prendre une décision par rapport à la culture de l'arachide. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous faisons l'informatique depuis longtemps, avec des technologies qui ne pouvaient pas faire ce croisement des données de masse. Oui. On appelle ça Big Data. Aujourd'hui, on fait le croisement des données de masse. On a des technologies qui peuvent analyser ça et vous donner une vue qui vous permette de prendre des décisions idoines. C'est ça l'intelligence artificielle. Sauf que derrière, peut-être que c'est un problème éthique. Du coup, l'intelligence artificielle va donc tendre à remplacer l'homme, à remplacer l'humain. Et ça, c'est un problème, tout au moins en Afrique. Ça, c'est des peurs. Chaque fois que je fais des conférences sur l'intelligence artificielle, j'étais l'autre jour au Cap-Vert où j'étais avec les directeurs, les commandants de port. Et quand j'ai fait la présentation, il y a un commandant de port sénégalais qui m'a dit « Mais docteur, vous voulez remplacer nos travailleurs dans les ports ?» J'ai dit « Non, ce n'est pas vrai. » En réalité, chaque fois qu'on a introduit une technologie, que ce soit l'intelligence artificielle ou un autre, on a vu une augmentation de la main-d'œuvre, pas une diminution. Aujourd'hui, tout le monde doit commencer à apprendre l'intelligence artificielle. Une maison comme celle-ci doit déjà avoir des spécialistes qu'on appelle data scientists. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CRTV, qui devait commencer à mettre les travailleurs dehors, va commencer à recruter pour pouvoir s'arrimer à l'intelligence artificielle. Donc, de manière générale, l'intelligence artificielle ne va pas diminuer ou faire diminuer l'employabilité dans un secteur. Ça, c'est pas vrai. Le problème qu'il y a aujourd'hui, moi, quand j'ai lancé le programme d'intelligence artificielle il y a 7 ans aux Nations Unies, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement terroriste. Donc, nous allons parler dans quelques instants. On va parler de ça. J'ai eu tout le monde sur le dos. À Bruxelles, dans le cadre de la plateforme anti-blanchiment à Bruxelles de l'Union européenne, on me disait, docteur, ça c'est contre le GDPR. GDPR, c'est l'initiative, c'est l'agrément européen pour la protection des données privées. Donc ça c'est contre le GDPR. À New York, mes collègues sont venus à Vienne me dire, docteur, pour les droits de l'homme, nous ne voulons pas de ton intelligence artificielle dans les programmes des Nations Unies. C'est la peur. C'est la peur. Heureusement, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle générative, tout le monde a oublié qu'il y a les problèmes de protection de données privées, où il y a des problèmes des droits de l'homme. De manière générale, il y a des mécanismes technologiques qui permettent d'assurer qu'il n'y aura pas de problème quand on a des applications d'intelligence artificielle. C'est pour cela que je vous ai parlé de plan de gouvernance. C'est-à-dire qu'il faudrait identifier ces mécanismes-là et en faire des lois pour les réguler. Mais si on commence seulement à parler d'intelligence artificielle sans savoir ce que ça va nous donner, comment on va se protéger, des plans stratégiques, le plan d'adoption, c'est pas comme ça qu'on va arriver. Donc, il y a énormément d'applications. Aujourd'hui, nous, on est en train de travailler dans 14 secteurs et avec plus de 84 applications, y compris dans le domaine de la santé. À Bruxelles, récemment, un hôpital a renvoyé 7 médecins parce qu'ils n'ont pas pu faire une bonne analyse médicale sur un domaine particulier. Et on nous a appelé pour dire, docteur, est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à mieux faire l'analyse que les médecins n'ont pas pu. Donc vous voyez donc que finalement l'intelligence artificielle a remplacé l'humain, mais on n'en est pas là. Non, on n'a pas remplacé parce que dès qu'on commence à travailler, on leur dit rappelez vos médecins parce que c'est eux qui vont nous donner
le business requirement, c'est-à-dire les besoins. Ils connaissent le domaine. Ils vont nous donner les besoins, comment faire en sorte que les analyses qu'ils n'ont pas pu voir, la machine puisse les voir. Accompagner donc, que ce soit plutôt une plus-value. Voilà. Voilà. Alors, nous allons marquer notre arrêt dans cette édition des questions économiques pour parler du GAFI, pour parler de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le GAFI qui a classé le Cameroun dans sa liste grise. Pourquoi? Réponse dans ce reportage de Gaël Obono. Le groupe d'action financière est un organisme intergouvernemental qui supervise les tendances mondiales en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Il collabore avec ses États membres et les organisations régionales pour élaborer un cadre juridique, réglementaire et opérationnel permettant de lutter contre ces menaces. Dans le cadre de ces efforts, le GAFI gère une liste noire et une liste grise dont fait partie le Cameroun dans cette récente revue. Concrètement, la liste grise intègre les pays qui se sont engagés à résoudre les lacunes stratégiques de leur politique en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. La liste noire du GAFI, quant à elle, parfois appelée liste noire de l'OCDE, est une liste de pays que l'organisation considère comme ne coopérant pas à l'effort mondial de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En publiant cette liste, le GAFI espère encourager les pays à améliorer leur régime réglementaire et à établir un ensemble mondial de normes et de standards en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les pays figurant sur la liste noire feront probablement l'objet de sanctions économiques et d'autres mesures d'interdiction de la part des États membres du GAFI et des organisations internationales. Document vivant, la liste noire est régulièrement publiée et mise à jour à l'occasion des rapports officiels du GAFI. Merci Gaël Obono. Docteur Koyoko, vous venez donc de suivre ce reportage de Gaël Obono qui parle donc des raisons de l'introduction du Cameroun dans la liste grise du GAFI. Et pour aller plus loin, il y a 40 recommandations qui ont été faites. Le Cameroun n'a pu valider que 18. C'est l'une des raisons ou l'une des causes de notre présence sur cette liste grise. Ça fait 18 ans que je travaille sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, depuis 2006 au Nigeria. Donc, toute ma vie aux Nations Unies, c'est pour supporter les États à se conformer aux recommandations du GAFI. Le GAFI, c'est quoi? C'est le groupe d'action financière, c'est-à-dire c'est le policier mondial de lutte contre le blanchiment d'argent, une entité... Et le financement du terrorisme. Et le financement du terrorisme, une entité de l'OCDE. Alors, le GAFI, c'est cette entité-là qui a d'autres bureaux sous-régionaux et sous-régionaux ou d'autres entités sous-régionales comme le GABAC, qui est notre entité sous-régionale en Afrique centrale. Et d'ailleurs, vous avez reçu ici un de mes amis, et grand frère Désiré Mbok, que je salue, qui était notre secrétaire général au niveau du GABAC. Mais il y a aussi d'autres entités sous-régionales en Afrique de l'Ouest, par exemple c'est GABA, et en Europe c'est Monival, en Asie, en Afrique du Nord et le Golfe c'est Minafatat. Donc le GAFI a un maillage mondial. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle une cellule de renseignement financier. Pour nous, au Cameroun, c'est l'ANIF. L'ANIF qui a comme tutelle le ministère des Finances. Et ça, c'est une directive de la CEMAC liée au GABAC, où toutes les cellules de renseignement financier en Afrique centrale, c'est des ANIF. Donc, j'explique ça pour que vous compreniez comment le maillage est fait. Le GAFI, les entités sous-régionales de type GAFI, le GABAC, et dans chaque pays, les ANIF. Et pour nous ici, l'ANIF a comme mission de collecter les données, de les analyser et de pouvoir disséminer les résultats de ces analyses à toutes les autorités compétentes. Autorités compétentes, ça peut être le système judiciaire, ça peut être la police judiciaire, ça peut être le TCS, la CONAC, etc., etc. Il se passe que quand un pays
ne respectent pas les 40 recommandations du GAFI, parce que le GAFI a identifié 40 recommandations, ça c'est les normes et pratiques recommandées pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans un pays. Quand vous ne respectez pas ça, dans ce cadre-là, vous avez des problèmes. Soit on vous met sur la liste grise, c'est-à-dire la liste des pays non conformes et qui sont exposés au risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Et si vous continuez à ne pas respecter ça, il y a une série de mesures qui peuvent même vous amener sur la liste noire du GAFI. 3 pays au monde sont sur la liste noire, mais il y a un certain nombre de pays qui sont sur la liste grise. Le Cameroun a été inscrit sur la liste grise du GAFI le 23 juin 2023. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire, par rapport au commerce électronique dans le cadre de la ZLECAf, par rapport à l'adoption de l'IA pour le développement du pays, par rapport même aux transactions financières internationales entre Cameroun, nos banques et les autres banques internationales, ou par rapport à l'image du pays. Pour pouvoir même avoir des crédits souverains. Donc nous sommes dans une situation assez délicate. Le problème, et c'est pour cela que je suis inquiet, c'est que... Avant d'arriver à votre inquiétude, lorsque vous dites que le Cameroun n'est pas coté en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de lutte contre le terrorisme, est-ce que en ne parlant que de ces 40 recommandations du GAFI, en ne parlant que de l'efficacité et les résultats, des 11 résultats immédiats où le Cameroun n'a pas pu être bien classé parce que nous n'avons rien eu en ce qui concerne les résultats immédiats, est-ce que ce n'est pas venir regarder le problème à la fin? Parce que le financement du terrorisme, on a presque envie de dire que ce financement-là est quelque peu exogène. L'argent vient très souvent de l'extérieur. Alors pourquoi c'est seulement le pays qui paye les pots cassés à la fin? C'est un élément de la théorie complotiste. Pas forcément. J'ai tellement discuté de cet argument. Le GAFI a édicté 40 recommandations. Et le GAFI évalue les pays sur 2 méta-indicateurs. La conformité technique, c'est-à-dire le respect aux 40 recommandations, et l'efficacité, c'est-à-dire la compréhension à travers une évaluation nationale des risques du pays liés au blanchiment et financement du terrorisme. Donc on a d'un côté un méta-indicateur qui montre la vue à un moment donné du pays par rapport au blanchiment d'argent, c'est 40 recommandations, et on a de l'autre côté l'efficacité. Pour la conformité technique, on a 18 sur 40, c'est-à-dire le GAFI estime qu'on ne comprend pas très bien ce qu'il faut faire sur 22 recommandations. Sur l'efficacité, on a 2 points modérés et on a 9 faibles. Ça veut dire en réalité, on a 0 sur 11. OK? Et donc le GAFI a identifié à travers les mécanismes qui sont internes, aussi bien au niveau du GABAG, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ou de la NIF, a estimé qu'on n'a pas bien compris le niveau du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dont le pays est exposé. Qu'est-ce que le GAFI dit exactement? Et depuis pratiquement 2018, la NIF a initié un certain nombre d'initiatives pour nous éviter la liste grise. Qu'est-ce que la NIF fait? La NIF initie une évaluation nationale des risques, pas seulement au niveau de la NIF, mais avec toutes les autorités compétentes, pour s'assurer qu'on comprend ces risques-là et qu'on peut les juguler. 2018-2021, c'était le processus d'évaluation des risques, national des risques. Après ce processus-là, il y a eu un plan d'action qui a été adopté dans ce pays par toutes les autorités compétentes, par le gouvernement, en disant l'évaluation nationale des risques initiée par la NIF a été bien faite. Maintenant, il y a un plan d'action.
après le plan d'action, il y a eu une stratégie nationale qui allait de 2021 à 2025. C'est-à-dire, on est quand même depuis 2018 dans un processus où on ne devrait pas être sur la liste grise. D'accord ? Puisqu'on a évalué les risques, on a élaboré un plan d'action et on a même élaboré une stratégie nationale des risques de 2021 à 2025. Nous ne sommes pas encore en 2025. Et qu'est-ce que le GAFI vient dire? Le GAFI vient dire en 2023, vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que ce n'est pas une insulte à l'intelligence du Cameroun? Ça serait toujours la théorie du complot, non, ce n'est pas le complot. Ce n'est pas le complot. Maintenant, qu'est-ce que le GAFI dit? Lorsque vous dites qu'on ne comprend pas, le GAFI vient dire, vous ne comprenez pas. D'abord, le GAFI... C'est même infantiliser tout un pays. Non, l'évaluation nationale des risques, les évaluations mutuelles sont faites par les pairs. Ça veut dire qu'en réalité, le GAFI vient après. Quand les pairs c'est quoi? C'est-à-dire les collègues des autres CRF et des autres pays viennent analyser la situation dans un pays. Moi, ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que le GAFI a dit, vous êtes exposé au risque de blanchiment d'argent à travers des produits qui sortent de la corruption. La corruption par les marchés publics. Et la corruption, on en a dans notre pays. Donc le GAFI n'a pas tort à ce moment-là. Ou le GABAC n'a pas tort. Laissez le GAFI. Parlons du GABAC. Le GABAC dit, qui est un organisme sous-régional du GAFI, dit, vous avez un problème au niveau des produits de la corruption qui rentrent dans le circuit normal bancaire. Ça, c'est une évidence dans notre pays qu'on a ce problème-là. C'est une question qui est adressée. Et le GAFI dit, par rapport au blanchiment d'argent, il y a énormément de produits de la fraude fiscale, de la fraude douanière, les produits du trafic des espèces protégées forestières ou fauniques. Ces produits-là sont reversés dans le circuit normal, financier normal. C'est le blanchiment d'argent. Vous êtes exposé, il faudrait que vous résolviez ça. Ça, c'est la première défaillance. Par rapport au financement du terrorisme, le GAFI dit que vous êtes exposé aux crises. Crise au nord-ouest, sud-ouest, avec tous les financements qui entrent à travers les ONG, les associations, et qu'on ne peut pas contrôler. Vous êtes exposé à la guerre au nord avec Boko Haram. Moi qui ai travaillé, j'étais en poste au Nigeria de 2006 à 2010, je connais très bien le problème. Et le GAFI dit vous êtes exposé à ça et donc résolvez ce problème-là. Voilà la deuxième défaillance. Oui, le Cameroun, donc, pour sortir de cette liste grise, a pris un certain nombre de mesures, notamment la signature d'un décret portant création d'un comité de coordination. C'était en octobre dernier, signature d'un décret du président de la République. Mais maintenant, vous, aujourd'hui, en plus de ce qui est déjà fait par les pouvoirs publics, vous proposez la création d'une autorité indépendante, d'une autorité autonome. Le président, suivant la directive de la CEMAC et du GABAC, a signé un décret de création du comité de coordination le 30 octobre 2023, comme vous avez dit, où le président de ce comité, c'est le MINFI et le secrétariat, c'est l'ANIF. Ça fait 120 pays où on a eu des problèmes comme ça et comme vous m'avez présenté, j'ai été responsable du programme global. Donc on a eu ce problème-là en Allemagne, au Vatican, j'étais au Vatican, on a eu ce problème-là en Tunisie, on a eu ce problème-là aux Émirats, au Pakistan, partout dans le monde entier. Pour normaliser la situation, il faut bien comprendre d'où nous sortons et trouver une architecture qui nous permette d'aller vite. L'ANIF a essayé depuis 2018 à faire exactement ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce que cette nouvelle architecture que vous proposez va donc apporter de plus? Cette nouvelle autorité indépendante ou nouvelle architecture va avoir la force, l'autorité de pouvoir résoudre tous les problèmes qu'on n'a pas pu résoudre depuis 2018. C'est un problème d'autorité. Comment? C'est un problème d'autorité. L'ANIF aujourd'hui est sous le ministère des Finances. Le ministère des Finances est un ministère régalien, c'est vrai. Mais est-ce que le ministère des Finances et l'ANIF a l'autorité de faire en sorte que toutes les autorités compétentes puissent observer les recommandations du GAFI? Je dis non. Parce que c'est une CRF administrative. Cette CRF-là ne peut pas nous aider à normaliser la situation. Je vais prendre un exemple. Quand la Tunisie est inscrite sur la liste grise du GAFI et la liste noire de l'Union européenne,
j'ai été appelé, j'étais là-bas. La Tunisie, sa CRF, CETAF, est reliée à la Banque centrale. C'est une CRF administrative, mais elle est reliée à la Banque centrale au lieu qu'elle soit reliée au ministère des Finances. D'accord? Mais sauf que dans ce pays, à ce moment-là, le directeur de la Banque centrale avait une force qui permettait de convoquer toutes les autorités compétentes dans un pays et ces autorités ne pouvaient pas refuser. Ils ne pouvaient pas refuser de faire ce que le directeur de la Banque centrale dit. Et ça nous a permis, en moins de 2 ans, de sortir ce pays de la liste et de la liste grise du Gafi et de la liste grise noire de l'Union européenne. La directive communautaire qui exige qu'on crée un comité de coordination dans ce cadre-là, dans cette situation-là, ne marchera pas. On va rester sur cette liste grise pendant 5 ans. Et vous savez, quand vous restez, un pays reste sur une liste grise pendant 5 ans, il y a des impacts négatifs pendant 5 ans, mais il y a aussi des impacts négatifs après que vous soyez sortis. Ça, c'est les études qui le font. Regardez la situation du Cameroun aujourd'hui. On est sur la liste grise du Gafi. OK? On est 136, on a un rang de 136 sur 154 selon l'indice de Transparency International. On est 34 sur 54 selon l'indice de Mo Ibrahim. OK? Moody's, c'est-à-dire les agences de crédit de notation. Moody's, Standard & Poor's, Fitch Rating. Toutes ces agences-là aujourd'hui nous notent comme un pays à risque très élevé. Il faut qu'on règle ce problème du Gafi-là, qu'on normalise très rapidement. Il ne faut pas qu'on reste là-dedans. J'ai entendu, qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir une académie de maintenance d'avion? C'est simple. Depuis que je suis sorti, depuis 25 ans, je n'ai jamais vu un pays qui se développe sans sa diaspora. Jamais. Et aujourd'hui, si nous venir dans le pays pour aider le pays à se développer, si nous devons nous engager, il faut identifier des secteurs à forte valeur ajoutée. J'ai parlé de la ZLECAf et aujourd'hui, on investit énormément au niveau de l'aviation civile. Et donc, voilà l'idée, c'est qu'on doit s'engager et on doit identifier les projets à forte valeur ajoutée. Le problème avec l'aviation civile, c'est que nous, le Cameroun, l'Afrique centrale, c'est pas seulement le Cameroun, et même l'Afrique de manière générale, on est à la traîne. Moi qui suis à Dubaï tout le temps, le centre de l'aviation civile, c'est Dubaï. On pouvait avoir le centre de l'aviation civile à Yaoundé. C'est-à-dire Yaoundé ou Douala pouvait être un hub en Afrique dans le domaine. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est 2 choses. La première chose, c'est faire en sorte que tous les besoins en maintenance d'avions qu'on s'arrache, on s'arrache ça partout, et que ces besoins puissent venir ici. Il nous faut des unités de maintenance des avions, des avions, pas seulement nos avions, mais des avions d'autres compagnies ici. Nous, quand on voyage, quand on vient dans ce pays, est-ce que vous savez que les techniciens des compagnies aériennes voyagent avec nous? C'est-à-dire les compagnies viennent avec leurs techniciens dedans. Dans l'avion, on pouvait bien avoir nos unités ici avec nos enfants qui maintiennent ces avions-là. Ce que nous sommes en train de faire, c'est que pour avoir ces unités de maintenance, il nous faut la main-d'œuvre. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement croire que c'est les étrangers qui viendront faire ce genre de travail-là. L'OACI dit, l'OACI, c'est un organisme des Nations Unies en charge de l'aviation civile, dit que d'ici 13 ans, il y aura un besoin mondial de 650 000 mécaniciens d'avion dans le monde. 650 000. Moi qui travaille avec ces organisations internationales depuis 25 ans, je remarque que nous ne sommes pas présents dans ces organismes-là et nous ne serons pas présents parmi les 650 000, quand je dis nous, ça veut dire nos enfants, si nous ne renversons pas la vapeur. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il nous faut transformer nos bacheliers scientifiques en techniciens de maintenance d'avion, en mécaniciens de maintenance d'avion, en ingénieurs de mécaniciens d'avion. Il y a 2 programmes solides internationaux dans le monde, le programme européen, il y a ça, et le programme américain FAA. Alors, comment se déroule la formation au sein de votre académie? Oui, et qu'est-ce qu'on a fait? On a ramené le programme européen au Cameroun pour que nos enfants puissent avoir les mêmes contenus pédagogiques, les mêmes enseignants certifiés, il y a ça, pour pouvoir compétir parmi ces 650 000. Comment ça se déroule?
Aujourd'hui, on a lancé la deuxième année. On a lancé la deuxième année aujourd'hui à 10 heures. Nous recevons les bacheliers scientifiques qui vont faire des formations théoriques et des formations pratiques. En un an ici, après, ils vont continuer à Dubaï et avec nos partenaires. Nous avons des partenaires européens à Madrid et les partenaires émiratis à Dubaï pour continuer les formations. Ça, c'est les techniciens. Première année, catégorie A. Deuxième année, catégorie B1, ils reviennent. Faire continuer leur B1, B1 c'est le mécanicien, continuer leur B1. Quand ils ont fini, ils vont encore continuer les formations pratiques et reviennent pour B2. Donc on a 3 catégories. Catégorie A, technicien, catégorie B1, catégorie B2. Et ça, c'est à la fin, ils auront des certificats européens, IASA, qui est l'un Qui sont les formateurs? Nous avons les formateurs pour le moment espagnols qui sont certifiés à ça, parce que notre partenaire à Madrid, c'est Aviation Group. Aviation Group qui, eux, ils font déjà ça en suivant les standards de IASA. Ils font déjà ça et on les amène ici de manière virtuelle ou de manière physique pour faire des formations ici. Donc, on a lancé l'année passée. La première formation, la première cohorte est en train d'attendre pour voyager. Ils vont voyager bientôt avec notre directrice. Et quel est le coût? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Oui, pour vous donner très rapidement le coût, il faudrait vous dire ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire, si vous avez un enfant aujourd'hui qui a le bac scientifique, vous allez me dire, docteur, on doit l'envoyer en Europe. Je vais vous dire 25 millions de francs. Première année. Et vous voyez pourquoi on ne trouve pas de Camerounais là-bas, parce que c'est très cher. Pourquoi on ramène ces formations ici? Parce que nous voulons que les coûts soient diminués. On a diminué le coût par 5. Aujourd'hui, la première année, c'est 4 275 000 comparé à 25 millions. Okay? Je sais que c'est encore cher pour les Camerounais, mais au moins, ça nous permet de ne plus avoir un nombre de zéros parmi les 650 000 mécaniciens d'avion que nous aimerions, dont le monde a besoin d'ici 13 ans. Merci, Monsieur Koyok. Merci, Dr Alain Koyok. Je rappelle que vous êtes informaticien, diplomate, président de la EODIS Aviation Academy. Vous êtes également ancien manager du programme global des Nations Unies pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Avec vous, nous avons parlé de toutes ces questions, des questions liées à la ZLECAf et aux opportunités qu'elle présente pour le continent africain, qui est encore enclin à la dépendance économique. Nous avons parlé de l'intelligence artificielle qui est un atout pour le développement de l'Afrique. Nous avons parlé, nous venons de parler des opportunités à saisir au niveau de l'aviation à travers cette académie de maintenance d'avion que vous avez créée. Nous avons également parlé des conditions à remplir par le Cameroun pour sortir de la liste grise du GAFI. Madame, Monsieur, c'est donc la fin de cette édition des questions économiques. Merci, Dr Koyok, d'être venu. Rendez-vous sur la CRTV le jeudi à 21h35 sur la chaîne mère, canal 310. Le vendredi, 21h05 sur CRTV News, canal 316. Restez sur notre chaîne. À très bientôt sur ces mêmes antennes. Merci.